Bonjour, Ciné-Chat, c'est le talk show qui porte un regard unique sur le 7e art. Et aujourd'hui, tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur Face Off sans jamais oser le demander. En triplex de Los Angeles, Paris et Biarritz, je suis votre hôte, Castor Weber, et j'adore sucer un abricot pendant des heures. Et mes co-hôtes sont Laurent Vachaud, Philippe Sedbon. Et bienvenue dans Ciné-Chat. Il était une fois un terroriste déjanté et un flic torturé qui échangent leurs visages. Mais assez parlé de mes ciné-buddies, les original gangsters, réunis enfin sous le même chapiteau et qui se joignent à moi pour disséquer l'étrange Volte-Face 1997, réalisé par John Woo. Et maintenant, I wanna take his face off. Tout d'abord Philippe et ensuite Laurent, l'âge avant la beauté comme on dit en Amérique. Votre première fois et comment vous aviez reçu le film à l'époque, Philippe? La première fois, moi, la première fois John Woo, c'est le plus important, je crois. Mon premier John Woo, c'était à l'époque où tout le monde en parlait, tu sais, on allait acheter des DVD dans le 13e arrondissement, on ramenait ça comme des trésors, et personne ne connaissait, c'était le bon temps, on voyait des fusillades de folie et tout ça. Et après, John Woo nous a un petit peu trahi, je trouve, parce qu'il est allé aux États-Unis, et il a fait Chasse à l'homme avec Jean-Claude Van Damme. Dont on va parler. Et après, il a fait un peu après Face Off. Et mon premier Face Off, en fait, ça a été exactement la même réaction que j'ai eue en le revoyant pour notre émission. C'est un mélange de consternation, d'excitation, de rire, à l'image de la performance du grand Nicolas Cage. Voilà, et encore, oui, lui, ce qui est l'avantage de Nicolas Cage, tu veux, dans ce film, c'est qu'il fait paraître Travolta sobre. Et toi, Laurent, tu l'as vu en salle, non? Moi, je l'ai vu en salle. Alors, moi, je ne connaissais pas du tout tellement John Woo. J'avais dû voir le film avec Van Damme. C'était avant. Hein. Avant, il avait fait aussi Broken Arrow, tu sais, la flèche brisée. Déjà avec Travolta, qui faisait un peu le même genre de rôle. Mais moi, j'avais vu aucun film de Hong Kong de John Woo. Tu vois, j'ai d'abord vu des films américains. Et moi, c'était pas, franchement, j'avais pas trop accroché et tout le monde trouvait ça génial, tu vois. Je me souviens, c'était la folie à l'époque. On se rend pas compte aujourd'hui à quel point tout le monde te disait que c'était le film qui allait révolutionner le cinéma d'action. Mais il y avait une hype énorme autour de John Woo, entre Tarantino qui était fan et tout. Il y avait tout ce cinéma de Hong Kong qui était très proéminent avec Chow Yun-fat qui était fantastique. Moi, j'aime beaucoup quand même Bullet in the Head. Et à l'époque, je n'avais pas vu ça. Donc, moi, en fait, The Killers, qui sont quand même des films extrêmement stylisés et peut-être un petit peu démodés aujourd'hui, mais qui ont amené quand même une espèce de grammaire avec ces Mexican stand-off et ces ralentis qu'on a retrouvés pendant 10-20 ans après dans le cinéma américain. C'est pour ça que je faisais le petit historique au début, tu vois, parce que je pense que tu pouvais apprécier complètement différemment Face Off si tu avais vu tous les Chow Yun-fat avant, tu vois ce que je veux dire? Oui, mais il y a une expression qui dit « lost in translation », tu sais, perdu dans la translation, c'est qu'il a... Oui. John Woo a été un petit peu perdu comme certains metteurs en scène parce qu'il maîtrisait assez mal la langue, il avait un traducteur sur le plateau, et on voit dans Face Off, il y a des moments où effectivement les acteurs sont complètement en improvisation et totalement en liberté parce que lui est concentré sur ses colombes, et pendant ce temps, les autres font n'importe quoi, si tu veux. Ouais, c'est pas faux. Mais ce show est surtout pour moi, en plus du plaisir de passer ce moment en votre compagnie, mes vieux ciné-buddies, une excuse pour parler de Nicolas Cage pendant 1 heure, ce qui est trop peu à mon avis pour couvrir tout son génie. Au cagomètre, vous êtes à quel niveau, toi Philippe? Là, moi 9,5. 9,5. Toi, Laurent, tu n'es pas très fan de Nicolas Cage, si je ne m'abuse. Oh, ça dépend dans quoi, non. Mais là, ce qu'il y a depuis quelque temps, là, il a quand même une carrière essentiellement nanardesque qui est complètement improbable. Et c'était pas tout à fait le cas à cette époque-là, puisque c'était une énorme vedette dans les années... Je ne te laisserai pas insulter Nicolas Cage. Sa carrière est en pleine renaissance. On appelle ça en Amérique la Cage-descence, puisque depuis Mandy, avec des films comme Mom and Dad, ou même Color Out of Space, que tu as vu, je crois, Philippe, d'Apple Lovecraft. Oui, qui est très bien, ouais. Il a une espèce de retour en force. J'ai vu Pig il y a quelques jours et je dirais qu'il est à un bien meilleur endroit de sa carrière que ne l'est Travolta aujourd'hui. Bah oui. Puisque Universal vient d'annoncer Reinfeld, où il jouera le rôle de Dracula, avec Nicolas Hoult dans le rôle de son valet. Donc ça, c'est un gros projet et c'est formidable parce qu'il a joué dans Le baiser du vampire et on voit que son jeu dans Face Off est très, très inspiré du cinéma muet et du cinéma expressionniste allemand. Quand il fait face à Gina Gershon et il se retourne, il le joue comme s'il était défiguré, comme s'il était Quasimodo, quoi. C'est hallucinant.
C'est vrai. Enfin, il paraît que c'est un type qui peut pas ne pas travailler, donc finalement, il accepte un peu tout ce qu'on lui propose quand il n'a plus vraiment le choix. Donc, ces 10 dernières années, il avait énormément de dettes, si tu veux. Il a acheté puis il a un train de vie assez... une pyramide en cristal à la Nouvelle-Orléans, un mausolée où être enterré après sa mort. Il a acheté une maison hantée, la maison de Lalaurie à la Nouvelle-Orléans. Il a acheté des châteaux, plusieurs châteaux en Europe. Donc, effectivement, c'est une vie de pharaon. Il s'est pris pour Elvis. Il a épousé la fille d'Elvis. Mais toujours, dans les 10 merdes qu'il faisait, il y en avait un qui surnageait, j'ose dire, contrairement à Bruce Willis. Les merdes, il a commencé à les faire... Il a commencé à les faire plus tard. Hein. Oui, bien sûr, parce qu'il a eu un Oscar quand même. Là, Face Off est 2 ans après son Oscar de Living Las Vegas, 3 ans après Pulp Fiction pour Travolta. Donc, leur aura, leur étoile est en train déjà un petit peu de se ternir à Hollywood. Et au départ, il y a un spec script qui est optionné en 91 par Joel Silver et la Warner. Puis finalement, en 94, c'est Paramount qui s'empare du sujet pour Rob Cohen, qui refuse. Plein de gens vont refuser. Tu as vu au début, c'est Michael Douglas, dont le nom est toujours présent en génériste comme coproducteur, qui devait jouer dedans avec Harrison Ford. Ça aurait été un autre film. Ouais. Plus ennuyeux, je pense. Mais je crois que au départ, c'était un film de science-fiction, je crois, non? Enfin, c'était un truc qui se passait dans le futur. Et il y en a des restes, parce que ces espèces de bottes métalliques dans la prison, c'est tout à fait futuriste. Et tu sais d'où elles viennent, les bottes? On va faire une petite parenthèse. J'avais su à l'époque, c'était pas un jeu vidéo. Si. C'est les bottes qu'ils avaient utilisées dans le film Super Mario avec Bob Hoskins et Dennis Hopper. Et c'est vraiment du métal. Elle pèse 1 tonne, ce qui fait que les cascadeurs, les acteurs étaient extrêmement handicapés pour les cascades et les combats. C'est parfaitement ridicule comme scène. Le script original se passait intégralement dans la prison et on sent effectivement qu'il y a des rajouts dans tous les sens, mais au départ, c'était Schwarzenegger et Stallone dans une prison. Ils ont fait un film tous les deux. Ils ont fait un film tous les deux, Schwarzenegger et Stallone. Escape. C'est ça. Escape Plan, c'est pas ça? En anglais, ouais. C'est ça, où ils sont plus vieux déjà, mais à l'époque, ça devait être ce film-là. Et finalement, ils ont changé d'avis. Et John Woo a été intéressé assez tôt par Travolta et par Cage. Mais à une époque, il y avait également, on a parlé de Bruce Willis et Alec Baldwin. Oula. Ça aurait été drôle. Et Jean-Claude Van Damme et Steven Seagal. Peut-être mon incarnation préférée, si ça avait pu être. Ils l'ont proposé à Brian De Palma avant de le proposer à John Woo. Quoi. Ah ouais? Ouais, parce qu'à l'époque, De Palma faisait un film avec Nicolas... c'est Snake Eyes, c'était juste après, je crois. Enfin, c'était au même moment, disons, il lui avait proposé aussi, il n'avait pas accepté. De Palma, il m'a raconté qu'on lui avait proposé à un moment de faire ça, parce que même Travolta, il avait tourné avec lui plusieurs fois, tu vois. Enfin, mais je sais pas, j'aurais pas vu du tout De Palma dans un truc comme ça, moi. Il y aurait peut-être eu moins de gunfight, je sais pas, il l'aurait pas fait pareil du tout. Surtout le film frôle la parodie, flirte avec la comédie. On ne sait pas très bien si c'est une comédie ou pas. Il y a des moments où on a l'impression qu'ils sont, comme on dit en anglais, in on the joke, qui font partie de la blague. Et d'autres moments, ils jouent ça très très sérieusement avec John Woo. C'est son église, ses ralentis et ses colombes qu'on a vu parodier 1000 fois depuis. Ouais. Et on ne sait plus très bien où on est en fait. Et comme le film en plus dure 2 heures et quelques. Ah oui, facile, il est long. Ouais. Et je ne sais pas, aujourd'hui, moi, quand je l'ai revu là récemment, je trouve quand même que... Enfin, moi, j'ai un peu eu la même impression qu'à l'époque. Hein. Ça a pas moi aussi. changé. Mais à l'époque, je ne sais pas, tout le monde délirait sur ce truc. Je ne sais pas si Philippe, lui, il avait entendu ça aussi. Mais bien sûr, bien sûr. Franchement, moi, je me souviens, j'étais un peu dans la galaxie Canal+ à l'époque, là, dans le journal du cinéma et tout ça. Mais ils étaient complètement au plafond avec ce film. Mais moi, je l'attendais avec impatience. J'avais bien aimé Hard Target parce que c'était un film de chasse à l'homme. Et j'aime bien les films de chasse à l'homme produits par Sam Raimi avec Lance Henriksen qui était fantastique et Arnold Vosloo dans le rôle de son homme de main. Ouais. Et le grand Winford Brimley qui disait Goddammit. Ils avaient tous des accents cajuns hallucinants et c'est passé très bien pour John Woo qui avait du mal, qui était toujours en train de se concentrer. Mais John Woo, moi, je l'ai brièvement rencontré une fois à Paris, vraiment, j'étais avec des gens qui le connaissaient et vraiment, on a discuté même pas 10 minutes à tout casser. Ouais. Et j'étais très surpris parce qu'il parle anglais, mais de manière catastrophique, quoi. Ah ouais. Mais tu comprends rien. Alors, Tom, very beautiful, very... comme ça, quoi. Tu es là, tu te dis, mais comment il peut se faire entendre sur un plateau, quoi. Si je ferme les yeux, j'ai l'impression d'entendre John Woo, c'est incroyable. Oui. Non, parce qu'il parlait d'une mission impossible. Il avait bu du saké, non? Tom is very beautiful, tu vois. Il te racontait toujours la même chose, quoi. Very beautiful, nice hair.
On va parler beaucoup de cheveux aujourd'hui avec nos deux camarades qui ont des perruques insensées. Parce qu'en fait, ce qui est extraordinaire, c'est que Nicolas Cage, il y a 12 heures d'intervalle entre Con Air et Face Off. Ouais. Il enchaîne directement les deux films. C'est un moment où il est assez célèbre grâce à son Oscar. Et tu sais à quoi servent ces 12 heures d'intervalle entre les deux films? À décoller la perruque? Déconstruction de la perruque précédente, reconstruction de la nouvelle perruque. Non, c'est extraordinaire, effectivement. Là, j'ai vu récemment Pig. Vous n'avez pas vu son dernier film? Non, je ne l'ai pas vu, moi. C'est assez émouvant. Il joue... c'est l'anti-Nicolas Cage, parce qu'il est très en intériorité et il est magnifique. D'ailleurs, il ressemble à Michel Simon. Et, il est incroyable. Et il a un cochon truffier, je ne vous en dirai pas plus. C'est un mélange de Ratatouille et Fight Club. Je le vois, tu me l'as vendu. Donc, je vous le conseille vivement avec un Cage qui est magnifique dedans. Il a donc effectivement une espèce de renaissance ces jours-ci, alors que Travolta a fait les deux plus mauvais films de ces 2 dernières années, qui étaient, ou en tout cas il y a quelques années, qui étaient The Fan et Gotti. Vous avez entendu parler de ces films? Improbable. J'ai entendu parler, oui. Gotti, oui. L'autre, je vois. Alors, The Fan, je vais t'en parler une seconde, parce que c'est mis en scène par Fred Durst, qui est le chanteur de Limp Bizkit. Ah bon? Ouais, un groupe de néo-metal rap. Je vois bien ce que c'est, parce qu'ils étaient sur la BO de Mission Impossible 2, je me souviens. Exactement, donc ça nous ramène à John Woo. C'est eux qui jouaient le thème de Mission Impossible. Exactement, mais en version metal rap. Et donc Fred Durst a fait un film, malheureusement, qui s'appelle The Fan. La première phrase de Travolta, il sort d'une salle de bain et il dit « Excusez-moi, j'étais en train de chier ». Et ça vous donne le ton pour tout le film. C'est un clin d'œil à Pulp Fiction. Pulp Fiction. Ah ouais, probablement, effectivement. Mais il s'est fait une tronche. Il est mort sur des chiottes. Vous avez vu la perruque qu'il a dans The Fan? Non. C'est une espèce de chauve maintenant. Il est complètement chauve, Travolta, depuis longtemps. Oui, parce qu'apparemment, Pitbull, le rappeur préféré de Philippe, lui a conseillé de se raser la tête. Et il a adopté ça, et ça lui va bien d'ailleurs. Il a une forme de crâne comme Bruce Willis qui tolère bien la calvitie. Ce qu'il y a, c'est que c'était Travolta en héros de film d'action, c'était quand même assez improbable, quoi, comme ça, sur le papier, tu vois. Après, c'est John Woo, en fait, qui l'a lancé là-dedans, parce qu'il avait pas fait vraiment de film d'action avant ça, si. Je crois pas, effectivement. Mais il amène beaucoup de sa fantaisie, ou en tout cas, il essaye d'amener sa fantaisie de Pulp Fiction. Parce que, encore Nicolas Cage, il faisait les trucs de The Rock et tout ça, mais Travolta, j'ai pas le souvenir qu'avant John Woo, il ait fait des films d'action, quoi. Et ça... Non, c'est vrai. Bon, ce qui est amusant, c'est qu'effectivement, ils s'imitent l'un l'autre un petit peu dans le film. Au bout d'un moment, on a l'impression qu'ils abandonnent ça et que tout le monde fait juste Nicolas Cage, c'est tout, quoi. C'est ça, exactement. Nicolas Cage, même le frère de Cage fait du Cage. Tout le monde est tellement en liberté. Puisque Woo ne dirige pas énormément. Mais non, mais à l'époque, tu avais des papiers dans les cahiers du cinéma qui te disaient que c'était une des plus grandes performances d'acteurs, tu vois. Oui, je me souviens. C'était n'importe quoi, les mecs, ils avaient fumé. Mais c'est vrai que le seul qui sait véritablement le film dans lequel il est, c'est Cage, parce qu'il est dans un cartoon. Il y a Ethan Hawke, vous connaissez l'acteur, qui a dit il y a 2 acteurs qui ont véritablement révolutionné l'acting en Amérique, c'est Marlon Brando et Nicolas Cage. Et effectivement, Cage a une espèce d'école outrée depuis Arizona Junior, en quelque sorte. Il a un côté presque Andy Kaufman qui fait que certains de ses rôles ont un côté presque performance art. Et il enfonce ce même clou. David Lynch, qui a tourné avec lui dans Sailor et Lula, a dit qu'il était un jazzman, le grand jazzman du cinéma américain. Et c'est vrai qu'il a une espèce de folie, de fluidité, de musicien, je trouve, presque plus que d'acteur. Ouais. Grand fan de bande dessinée. Son fils s'appelle Kal-El, comme le fils de Krypton, le nom de Superman. Il a failli être Superman, d'ailleurs. Tu sais que Cage, c'est le nom d'un personnage de BD, Marvel. Bien sûr, Luke Cage. Luke Cage, ouais. Hero for Hire, un héros qu'on engage. S'il y a des gens qui savent peut-être pas que c'est le neveu de Francis Coppola, Nicolas Cage. Il s'appelle Nicolas Coppola, normalement. C'est ça, il s'appelle Nicolas Kim Coppola. Il a changé son nom pour qu'on ne croit pas qu'il ait fait appel au népotisme, mais on peut le voir effectivement dans les films de Coppola au départ, comme Rumblefish. Rusty James, Cotton Club. Tu sais qu'il est formidable dans Cotton Club. Ouais, mais de toute façon, c'est un bon comédien. Dans Peggy Sue aussi, on le voit. Ouais. Mais après, si tu veux, c'est qu'aujourd'hui, c'est un comédien qui est presque... ce côté nanardesque lui a tellement collé à la peau que maintenant, il est presque comique, alors que le pauvre, si tu veux, il n'a pas forcément voulu ça. Mais je pense qu'il est... Tu sais, il est devenu un mime, comme on dit sur l'Internet. M-E-M-E.
C'est-à-dire qu'il est devenu maintenant une espèce il y a toute une internet culture qui se moque, et il a compris ça, parce que lui, il a très très bien compris sa présence et qui il était dans le cinéma, et il fait des films, justement, un petit peu maintenant, toujours dans la même veine, un peu gonzo, comme on dit. Il y a un film que j'ai vu récemment qui s'appelait aussi Wally's Wonderland, vous l'avez pas vu? Non. Où il se bat contre des puppets dans une espèce de restaurant pendant une nuit. Et donc, il est presque devenu un genre de cinéma à lui tout seul. Et c'est assez drôle, il est formidable. Moi, il n'a pas une seule réplique. J'en ai vu un, moi, enfin, je n'ai pas vu en entier, hein, mais un truc avec Christophe Lambert, Chauve et Nicolas Cage, et, Ghost Rider 2 ou je ne sais plus quoi, enfin, machin, mais une zèderie complètement improbable aussi. Il pissait du feu à un moment, c'est fait par les mecs qui ont fait Crank. C'est hallucinant, quoi. Malheureusement, c'était un peu raté quand même. Mais Lambert tout chauve, tu vois, avec Nicolas Cage. Je me souviens qu'il a des tatouages et il a des tatouages sur son crâne. Enfin, c'est monstrueux. Ça me donne envie de le revoir. Et ce qu'il y a, c'est qu'à la base, Nicolas Cage, c'est quand même un meilleur acteur que Lambert, et finalement, il a fait un peu une même carrière après, parce qu'il est resté dans le nanar depuis. Des fois, il fait un film avec Schrader, tu vois, pour. Oui, ou avec Werner Herzog. Ouais, ou Werner Herzog. Donc, de temps en temps, il a des sursauts comme ça, il peut encore. Mais moi, j'avais discuté une fois avec une nana qui était patronne de studio, comment elle s'appelait, Cheryl Lansing, et elle me disait en fait qu'elle l'aimait beaucoup, mais elle disait qu'en fait, il a tellement peur de rien foutre qu'il accepte n'importe quoi. Il accepte tout du moment qu'on lui propose. Et là, il semble avoir ralenti parce qu'il est dans un film. J'ai vu une bande-annonce ce matin qui vient de sortir sur le net sur un film qui s'appelle L'insupportable poids d'un talent massif. Un film qu'il fait avec Pedro Pascal. Vous voyez qui est Pedro Pascal, le Mandalorien, formidable acteur. Et c'est l'histoire d'un fan. Il joue son propre rôle. Il joue le rôle de Nicolas Cage. Et c'est l'histoire d'un fan qui lui donne $1 million pour vivre des aventures avec lui. Et qui revit un petit peu ses films, dont Face Off, Living Las Vegas. C'est une espèce de best-of de Nicolas Cage. Ça a l'air un petit peu comique. En tous les cas, il a une espèce de résurgence et on dirait qu'il fait un petit peu moins plein de direct to DVD, comme on disait, tu as une époque où il avait plein de films qui s'enchaînaient, dont on connaissait pas les titres. Et c'est des films qui n'existent pas. Oui. Je l'ai même vu moi récemment. Je l'ai vu dans Joe, où il est très bien. Formidable. Je l'ai vu dans Color Out of Space. Oui, il a toujours, même dans ses moments les plus noirs, il a toujours eu un film, je dis qui surnage et qui fait qu'il est encore aujourd'hui dans la course. Contrairement à des Bruce Willis qui semblent avoir totalement baissé les bras. Non, mais Bruce Willis, de toute façon, il s'en fout complètement. Je crois, c'est la bête noire d'Abracadapod, on n'arrête pas de le casser. Ils sont, Travolta et lui, aujourd'hui, quand même, des mecs qui font que des nanars, alors que là, ils sont dans un film hollywoodien extrêmement friqué, avec un metteur en scène qui est très coté. C'est vrai, mais justement, Cage revient avec Dracula, qui sera un gros budget, avec la grande Aquafina. Il est annoncé aussi une suite directe de Face Off, de Volte-Face, avec Cage et Travolta qui reviendraient curieusement. Non. Ouais. Putain, ça va être quelque chose. Si vous deviez caster aujourd'hui Face Off, qui choisiriez-vous comme acteur? Des acteurs américains? Ouais. Peut-être pas des stars déjà. Ouais. J'essaierai de trouver peut-être 2 acteurs qui se ressemblent un peu. Ouais. Tu vois, qui ont déjà une vague ressemblance pour faire gober le postulat qui est quand même hallucinant, quoi. On va en parler beaucoup du postulat. Bardem et qui? Et l'autre, là, Jeffrey Dean Kagan, non, comment il s'appelait? Il y en a Dean un Morgan. Ah ouais, ils sont Dean Morgan. Ouais. Il a un sosie quasiment, Bardem. Ah ouais. Moi, si je devais le refaire aujourd'hui, je le referais juste avec Nicolas Cage dans les 2 rôles. Mais toi, tu es vraiment un fan. Hein, Et réalisé par Nicolas Cage. Exactement. I'd like to take his face off. Mais parlons un peu de Face Off. Ils ont 10 ans de différence, les deux. Ils se ressemblent pas du tout, effectivement. Ils sont censés avoir à peu près la même taille. Mais c'est surtout, ils doivent avoir la même bite. Parce que, t'as vu, John Allen ne se rend compte de rien. Le corps, t'as vu les différences de corps, hallucinant. Ils disent qu'on enlève les bourrelets, mais ça suffit pas. Ils n'ont pas du tout la même complexion, la même, même maniérisme. Et ils ont, t'as vu, ils ont une espèce de microchip, ils disent, dans la gorge, qui est censé. Mais ils disent, attention, surtout n'éternuez pas trop fort. Et après, ils se battent en s'envoyant des grands coups dans la gorge dans la prison. Tu dis, ce pauvre microchip. Mais ce qui est génial, c'est que ça sent l'idée de dernière minute. Tu sais, il y a quelqu'un qui a dû dire avant le tournage, mais c'est normal qu'on reconnaisse pas la voix. Et le mec a dû dire si, on n'a qu'à dire qu'il a un machin là dans la gorge. Ah ouais, très bon ça. C'est drôle ce que tu dis parce que j'ai écouté un podcast sur Face Off et tu sais ce qu'ont dit les scénaristes à propos du microchip.
Ils ont dit que c'était un truc qu'ils avaient mis temporaire dans le script, et à travers toutes les moutures du script, ils n'arrivaient pas à trouver un autre truc, et c'est resté à la fin, à la 7e, 10e mouture, c'était toujours microchip, alors que ça veut rien dire du tout. Rien. Une microchip dans la gorge, le seul truc que tu vas avoir, c'est une infection, pas la voix de Travolta. Et dans Mission Impossible 2, ils n'ont pas un truc aussi pour quand ils ont les masques là et... Dans Mission Impossible 2, ils ont des masques, alors que dans ce film-là, on leur arrache le visage, comme dans un film de Georges Franju. T'as vu, c'est vraiment les yeux sans visage. Mais dans le Mission Impossible 2, il fait des allusions parce que la manière qu'ils ont d'arracher leur masque, t'as l'impression on est encore dans ce film-là, tu vois. Quoi. Ouais, mais alors que Travolta accepte d'enlever son visage et de mettre celui de son ennemi pour infiltrer son camp, je comprends pourquoi Michael Douglas et tous ses acteurs précédents ont refusé, parce que c'est tellement improbable comme postulat de départ. Tu sais que ça fait penser à la série Mission Impossible. Tu te souviens, pour faire parler un mec, il construisait une fausse prison. Ouais. Tu te souviens pas, entière avec le dehors, l'extérieur et tout. Mais ils l'ont repris ça dans le dernier, je crois. Ils ont repris ça dans le dernier où ils font croire au mec avec un faux CNN et tout qui balance des news et tout. Oui, dans le dernier, oui, on fait ça. Ouais. C'est drôle. Alors Nicolas Cage et John Travolta passent 2 semaines ensemble pour essayer de s'imiter l'un l'autre. Ils auraient dû passer un mois, je pense. Ce qui est marrant, c'est qu'il a jamais tourné avec Tarantino, Cage, alors que c'est vraiment le genre de mec que tu imaginerais bien chez Tarantino. J'y ai pensé. Il est dans Grindhouse, tu sais, le film de Tarantino et Rodriguez, mais il est dans la bande-annonce mise en scène par Rob Zombie, où il joue le rôle de Fu Manchu. Ouais. À un moment, je me souviens que De Palma voulait faire avec lui le prequel des Incorruptibles, qui s'appelait Capone Rising. Moi, j'avais lu le scénar. Ah ouais. Et c'était, en fait, il devait jouer Al Capone jeune. Tu vois, Nicolas Cage, qui est assez curieux. Et c'était Gérard Butler qui devait faire Sean Connery jeune. Gérard Butler. C'est bizarre. Vous n'avez pas vu sur YouTube une émission où Nicolas Cage, pour JQ, le magazine, déconstruit chacun de ses rôles. Ah bon, et il parle à un moment de face-off, c'est très intéressant, et il dit Travolta est arrivé au montage, et il a vu le début du film qui a été tourné au début, où Cage est habillé en prêtre et fait n'importe quoi, vous avez vu? Ah oui, n'importe quoi. Et Travolta a juste dit « Ah, it's that kind of acting. » Ah, c'est ce genre d'acting. Tu te demandes même s'il a pas pris des trucs, Nicolas Cage, quand tu le vois là-dedans. Il a l'air mais tellement... En tout cas, le personnage de Castor Troy, tu as vu, quand on ouvre cette petite mallette, il a 3 joints et des pilules bleues. Je sais pas si c'est du Viagra, mais il fait un truc immonde aussi. Il demande à cette hôtesse de l'air qui appartient en fait au FBI de lui sucer la langue. Et c'est une des choses les plus dégoûtantes que j'ai vues au cinéma. Je suis d'accord. C'est insupportable. Non, mais c'est un film improbable, quoi. Et je sais pas, faut le prendre à la rigolade. Moi, je crois que c'est la seule manière. Mais moi, à l'époque, je connaissais des gens qui prenaient ça au sérieux. C'est ça qui est dingue. Est-ce que les propres créateurs ne le prennent pas à la rigolade? Parce que quand Travolta, qui est maintenant dans la peau de Nicolas Cage, est dans cette prison et qui surgit et qui se rend compte qu'il est sur une espèce de station pétrolière au milieu de la mer, il plonge dans l'eau pour échapper à un hélicoptère et le plan suivant, il arrive dans un country club. Il a nagé combien de milliers de kilomètres? Il y a un Batman, là, le dernier, là, où quand il sort du puits, là, tu sais, le puits des âmes, ou je sais pas quoi, il voit arriver à New York, t'as l'impression qu'il est arrivé à pied, quoi. Et en gros, c'est quand même, Face Off, c'est quand même beaucoup moins marrant que La Machine de François Dupeyron, d'après René Belletto, avec Depardieu et Didier Bourdon, qui échangent de leur personnalité, tu vois. C'est le Face Off français. Volte-fesse. Ah oui, c'est le Face-Off français. Ils n'arrachent pas les visages, mais tu as une machine qui transfère l'esprit de l'un dans le corps de l'autre. Tu vois. C'est Brain-Off. Je ne l'ai pas vu, mais ça donne envie. Je sais qu'en fait, Belletto, qui était un gars qui écrit des polars en France, hein, je ne sais pas s'il est toujours vivant, mais il avait écrit en fait ce bouquin pour Friedkin, t'imagines? Wow. Et le producteur, René Kleinman, à l'époque, il avait proposé à Friedkin de faire le film, tu vois. Et je me souviens de Friedkin qui m'avait dit, il y a un mec qui m'a envoyé un truc, il m'a dit, mais c'est complètement nul, quoi. Et quand tu voyais le film, en plus François Dupeyron, tu vois, qui est vraiment pas le réalisateur pour ce genre de truc, quoi. Il fait plutôt des films un peu réalistes ou intimistes, et là avec Didier Bourdon en espèce de serial killer. C'est ça, oui, il jouait à serial killer, je me rappelle. Ouais. Mais c'est un nanar d'anthologie. It's like looking in a mirror, only not. À propos de criminels, Nick Cassavetes se rase la tête pour le rôle, John Woo est ravi, et Gina Gershon, qui joue dans le film, donc lui propose de se raser la tête aussi, et John Woo lui dit non, on arrête les gars, parce qu'ils font tous n'importe quoi, t'as vu, je veux dire, Alexandre Nivola
essaye aussi de faire du Nicolas Cage, et tout le monde est totalement en liberté. Sauf John Allen. Ouais, John Allen qui est totalement perdu, la pauvre John Allen. Mais par contre, qui joue réaliste 100%. Oui, et très miscast aussi. Elle est très miscast. C'était un rôle pour Rebecca de Mornay. Je sais pas. Très gênant les côtés d'inceste entre John Travolta et sa fille quand Cage est dans la peau de Travolta. En plus, la fille, c'est Dominique Swain qui jouait dans Lolita. Donc, tout ça est insupportable aussi. Le film commence par la mort d'un enfant. Donc, à partir de là, c'est difficile de faire mieux. Il pique très tôt, le film. Ouais, avec Cage qui a une moustache, tu as vu, pour montrer que le temps est passé. Mais, ceci dit, tu dors, Laurent? Non. On dirait qu'il était assez... Non, on est passionné parce que tu racontes le scénario de Face Off, alors forcément. Non, mais t'as vu, en plus, il a une moustache et le carton d'après, il a marqué 5 ans plus tard. C'est pour vraiment qu'on comprenne. Au cas où la moustache ne nous a pas fait comprendre. Mais c'est vrai que c'est aberrant, cette mort d'enfant au début aussi. Ça, c'est quand même très étonnant, quoi, parce que pour commencer un film américain, si tu veux, tuer un gosse, c'est quand même le truc que tu fais jamais. Et pour faire accepter ça au studio, en fait, il a véritablement eu carte blanche. Le Final Cut, c'est son 3e film en Amérique. Et pour la première fois, comme les autres ont quand même rapporté de l'argent, pour la première fois, on le laisse en liberté, John Woo. Sur le plateau, Joel Schumacher, on visite à Nicolas Cage, justement encore un truc en rapport avec la bande dessinée, pour lui proposer le rôle de l'épouvantail, le Scarecrow, dans Batman Triomphant, un film qui ne verrait jamais le jour, qui était censé être le 3e de la série, qu'il aurait mis en scène. Ouais. Et ils ont même proposé un moment à Howard Stern, vous voyez qui c'est, le rôle de l'épouvantail, le type de radio. Ouais. Vous avez déjà vu une bombe dont le compte à rebours dure 1 semaine? Non. C'est très cartoon. Mais en fait, Broken Arrow, c'était aussi ça, non? C'était pas aussi une bombe? Je sais pas, mais il faudrait qu'il y ait marqué TNT comme dans les Bip Bip le Coyote. Parce que t'as vu, avec la mèche, la boule avec la mèche. Et quand il arrive à piéger le frère en prison en lui faisant avouer que la bombe est dans un centre à Los Angeles, t'as vu? Tout ça. C'est énorme. En plus, dans cette prison, tu as vu, il y a le Zodiac Killer qui joue un des gardes, le grand John Carroll Lynch dans tous les sens du terme. Tu vois plein d'acteurs qu'on a après vus dans des séries de télé. Je crois qu'il y a même un mec qui est dans Desperate Housewives, là, comment celui qui joue Mike Delfino, tu sais, qui est le mari de Terry, le mec de Terry Hatcher. Il fait il y a Thomas Jane aussi. Il y a Thomas Jane qui est une sorte de Christophe Lambert américain. C'est ça, c'est vrai, il lui ressemble vachement. Il lui ressemble vachement. Il y a plein de second rôles. Plus à Lambert que Lambert lui-même. C'est vrai. Il faudrait faire Highlander avec Thomas Jane. There can only be one. Mais il y a plein de second rôles, effectivement, ce qui explique pourquoi le budget du film était 80 millions de dollars. Il en remporterait 254, donc c'est quand même un succès. Mais tu as des gens comme Margaret Cho, qui était une star à l'époque, qui est une amie de Tarantino et dont la fille de John Woo était fan. Parce qu'en fait, John Woo, pour ce rôle tout à fait insignifiant, voulait au départ Chow Yun-fat pour l'amener avec lui à Hollywood. Mais Chow Yun-fat, heureusement pour lui, comme on dit en Amérique, a évité une balle. Dodge a bullet, the killer, a bullet in the head, parce qu'il avait des obligations contractuelles sur un autre film. Vénard. Mark Wahlberg refuse le rôle de Pollux, le du frère. En voilà un autre qui a évité une balle aussi. Ça s'appelle Castor et Pollux. Ça va le faire quand même. Mais c'est vrai, on sent que John Woo a du mal avec la langue parce qu'il y a des moments où il y a des trucs qui n'ont aucun sens dans le film. Vraiment, il y comprend rien. Moi, je l'ai vu parler en anglais. Même les Américains qui étaient là, ils comprenaient pas ce qu'il disait, quoi. Donc, quand il dirige un film, je sais pas, il doit y avoir des mecs qui doivent traduire. Je sais pas comment il fait, sinon. Sergio Leone, c'était pareil, tu sais, sur ses films Almeria et tout ça, il pouvait pas diriger Eastwood et Boilac et tout ça directement. Et Eastwood, il parlait italien, je crois, non? Non. Un peu, non? Peut-être. J'ai entendu Eastwood parler italien il y a pas longtemps. Il y a une dizaine d'années. Je crois que c'était pour remettre un truc à Ennio Morricone et il avait l'air de parler italien plutôt pas mal, quoi. En tout cas, moi, j'avais lu qu'ils s'exprimaient pas du tout à l'époque. Ils n'arrivaient pas à communiquer, quoi. Il y a beaucoup d'acteurs du cinéma indépendant, ou en tout cas des films des frères Cohen, ou des films de Tarantino, par exemple, qui tout d'un coup font le saut dans les blockbusters. On retrouve dans Con Air, tu vois, pour Nicolas Cage qui vient des films indépendants, mais aussi Buscemi, tu as aussi Ving Rhames, tu as Danny Trejo, tu as plein d'acteurs comme ça qui arrivent. Malkovich aussi. Tu as le père, tu as Harve Presnell dans Face Off qui joue le beau-père de William Macy, qui le méprise dans Fargo. Ouais. Et il y a un autre acteur de Fargo. Il y a bien sûr John Carroll Lynch qui jouait le mari de Marge dans Fargo. Donc tous ces acteurs font le saut entre le cinéma indépendant et Buscemi en est un des meilleurs exemples puisque on le voit dans les films de Sandler, on le voit, je sais pas s'il est pas dans les Transformers parce que je sais que Michael Bay se sert aussi beaucoup des acteurs des frères Cohen dans ses films.
Ouais, parce qu'il y a Turturro, je crois, dans un Transformers. Ça m'avait c'est ça. vachement étonné. Exactement, ouais. Enfin, les mecs, ça doit leur faire un chèque pour. Enfin, j'imagine que c'est des gars comme Turturro, si tu veux, ils tournent un Transformers. Peut-être qu'après, ils font comme Cassavetes, tu vois, ils tournent un film indépendant avec. Après. Tu sais quels sont les films que les scénaristes du film citent comme inspiration à Face Off? Pas Les yeux sans visage, non? Non, c'est White Heat, L'enfer est à lui, et Seconds, tu sais, le film avec Rock Hudson. Je ne le pas. Deux meilleurs films que Face Off. Oui, on en est loin quand même. Ouais. Tu sais à quel moment Travolta a commencé dans la scientologie? Je sais que Laurent, c'est un sujet qui t'intéresse aussi. Ah oui, non, moi je suis au courant de tout ça. Travolta, en fait, il vivait avec une nana qui était une actrice de feuilleton télé, qui était beaucoup plus âgée que lui et qui a même joué sa mère dans un téléfilm qui s'appelle The Boy in the Plastic Bubble. Tu vois, Je me rappelle, bien sûr. Un gamin qui n'avait pas d'anticorps. Enfin, c'était lui qui jouait. Un gars qui vivait dans une bulle, quoi, de plastique. Et en fait, c'est elle, en gros, qui était scientologue, quoi, et qui lui a fait connaître ça, quoi. Les scientologues ont essayé d'enrôler Nicolas Cage, mais c'était pas assez fou comme religion pour lui. Et tu sais en quelle année donc il a ça doit être autour de 76, 76, 77. Et à l'époque, Robert De Niro était dedans aussi. 1975 sur The Devil's Reign. Voilà, 75-76. film avec Ernest Borgnine qui avait une tête de bouc. Et la carrière de Travolta a commencé à décoller après, comme celle du personnage de l'acteur que jouait John Cassavetes dans Rosemary's Baby. De Niro était scientologue à un moment aussi. De Niro avant? Ah oui, à la même époque, ils y étaient ensemble, Travolta et De Niro. Et donc, on voit souvent dans les films de Travolta d'autres scientologues, et dans Face Off, il y en a un autre. Tu sais lequel c'est? Giovanni Ribisi, non? C'est pas ça? Non, il n'est pas dans Face Off, Giovanni Ribisi. Non, l'autre, là, celui qui joue, celui qui fait Castor Pollux, ou le frère, comment il s'appelle? Non, Alexandre Nivola, il n'est pas dans c'est pas lui? Non, c'est un type qui s'appelle Danny Masterson, et qui joue le jeune adolescent qui essaie de violer la fille de Travolta dans la voiture, et qui se fait rouer de coups par Travolta. Ouais, lui est un type qui vient de That 70's Show, une série télé, où il y avait 3-4 scientologues dans la série télé. Laura Pepon, lui, etc. C'était un nid. We got a nest. On devrait avoir une rubrique où on spot les scientologues dans les films et les séries télé. Travolta, avec la scientologie, de toute façon, ça n'a jamais été comme Tom Cruise. Hein. Ça n'a jamais vraiment été l'ambassadeur comme Cruise, qui est carrément le numéro 2, je crois. Maintenant. J'ai lu, à l'occasion de la recherche pour cette émission, qu'il chercherait à sortir ces jours-ci de la scientologie. Alors, je ne sais pas si c'est des trucs de tabloïd. Ça fait très longtemps qu'il veut sortir. Mais on dit ça de Cruise aussi régulièrement, effectivement. Comme Travolta, il aime les mecs aussi, si tu veux, ils ont des dossiers, tu vois, quoi. C'est ce qu'on dit aussi, mais maintenant, c'est tellement presque de notoriété publique, en tous les cas pour Travolta, qui s'est fait attraper plusieurs fois avec des masseurs. Travolta, maintenant, il n'a plus tellement une carrière de leading man, tu vois, je pense que c'est moins grave, mais je pense pas qu'il décide de parler et de sortir Moi, il y a un truc que je me demande aussi, c'est, en parlant de mensonge, c'est le moment où Cage fera un rôle sans perruque. Ça, je pense qu'il aura un deuxième Oscar, je pense. Il a eu les pires de l'histoire du cinéma, Nicolas Cage. Tu te souviens quand il avait les perruques derrière l'oreille, quasiment? Tu te souviens, il avait des tempes immenses. Incroyable, non, effectivement. C'était effroyable, ces perruques. Ça, je crois que c'était dans Next, où il pouvait prédire l'avenir. Oui. Travolta, à mon avis, il a des perruques aussi. Hein. Oui. Bien sûr, mais non, Travolta, attends, Travolta, j'ai fait une étude là-dessus, parce que ça m'intéresse. Il a une chambre réfrigérée avec 150 perruques dans sa maison. Ouais, probablement dans ses maisons. Ouais, parce qu'il a également un aéroport, t'as vu, il est pilote. Ça rend service, hein, quand même. Ouais, mais à la mort de sa femme, assez récemment, malheureusement, c'est là que les gens ont dit qu'il était question qu'il quitte la scientologie, parce que la scientologie l'avait énormément aidé au moment de la mort de son fils, malheureusement, Jet. Moi, j'avais entendu le contraire. Hein. J'avais entendu qu'il avait voulu se barrer au moment de la mort de son fils, parce que je crois que les scientologues, c'est un peu comme les témoins de Jéhovah. Le gosse, je ne sais plus ce qu'il avait, il était quoi? Il était autiste, non? Oui, c'est ça, ouais. Il y avait un traitement médical, en fait, contre lequel la scientologie c'est possible. élevait. Je sais qu'en tous les cas, les derniers gossips sur le fait qu'il quitte la scientologie, c'est parce qu'il a vendu récemment sa maison en Floride, près du centre, du QG de la scientologie. Mais en même temps, c'est là où il habitait avec sa femme Kelly Preston. Donc peut-être que c'est trop de souvenirs aussi et qu'il a envie de changer de maison simplement. Ouais.
sait pas. Et Cage a vendu ses châteaux, ses maisons, il est en train de streamline et de vivre une vie. Le problème de ces mecs, si tu veux, c'est qu'après, ils ont tous un train de vie, comme pour continuer à mener un train de vie de pharaon, tu es obligé d'avoir de l'argent. Donc, je sais pas, il fait 15 films nuls par an pour peut-être continuer à... Je pense qu'effectivement, ils sont pris dans une espèce de cercle comme ça, qui est infernal et qui ne peut pas s'arrêter. En parlant de trucs infernaux dans le film, c'est un truc qui est insupportable, c'est quand c'est ces gens qui se font des cascades de doigts sur le visage, tu as vu ? Il y en a une vingtaine dans le film. C'est un truc, à mon avis, c'est un truc que Travolta fait aux gens vraiment dans la vie. Peut-être moins maintenant en temps de Covid, mais à l'époque, c'est un truc qu'il devait faire. Mais Travolta, moi, je connaissais des gens qui l'avaient rencontré socialement, et il paraît qu'il prend la main des gens, tu vois, pas pour leur lire les lignes de la main, mais en gros, pour leur transmettre des fluides. Tu vois, je l'ai rencontré, Travolta. Il était venu sur le tournage d'un film de mon père, je ne sais plus lequel, pour rendre visite à Depardieu. Ouais. Où ils étaient très très copains à l'époque, il était très en forme, et c'était une star extraordinaire. Mais tu les vois tous les deux sur La femme d'à côté, je crois, le Truffaut. Tu vois, ils sont à Grenoble, et tu vois Travolta et Depardieu se baladant dans les rues de Grenoble, tu vois. Dans le film ? Non, des photos de tournage où tu vois. Je croyais qu'il y avait une scène où il était avec Travolta dans le film. Non, de La femme d'à côté de Truffaut, tu vois, Travolta était venu sur le tournage, quoi. Ok, d'accord. Et à un moment, il était question que Travolta joue dans un film de Truffaut aussi, c'est ça qui était assez dingue. Parce qu'on te raconte que Travolta a quand même eu une liaison avec Catherine Deneuve, tu vois, dans le côté, dans les gossips. Il y a une belle photo d'ailleurs de Truffaut, Deneuve, Depardieu et Travolta. On racontait que Deneuve devait jouer dans American Gigolo à l'époque où Travolta devait jouer, mais il paraît qu'en fait c'est pas vrai. Mais ils ont eu un projet tous les deux ensemble, et à un moment il était question il paraît que Truffaut aimait beaucoup Travolta. C'est assez curieux quand même. Ouais. C'est vrai que Depardieu est la voix française de Travolta dans Blowout. C'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. C'est vrai, quand c'est trop reconnaissable, c'est gênant, comme Trintignant dans The Shining. C'est pas possible. Oh là là. Tu vois Travolta commencer. Oh mais ok, je vais le faire ton son seul. Tu vois, c'est quand même un peu ringard, tu vois. Tu fais bien Depardieu dans Blowout. Comme dans souvent les films de Michael Bay, tout est à base d'essence, tout explose, t'as vu ? Dès que tu effleures une voiture, boum. Il y a pas de, en plus, il n'y a pas de numérique. T'as vu, tout est fait avec des vrais cascadeurs. C'est très spectaculaire. On les reconnaît beaucoup, les cascadeurs. Ah ouais, parce que le face-off numérique, tu sais, on leur retire leur visage numériquement pour leur mettre le visage. Et c'est pas très bien fait, ça, effectivement. Non. Et en plus, à la fin, après 2 heures de film, ils nous balancent une poursuite en bateau. Peut-être la forme la plus insupportable de poursuite, pour moi. Ouais. Je me rappelle déjà dans les James Bond, dans Bombs et Drosy, il y avait une poursuite insupportable à la fin en bateau. Et c'est John Woo qui l'a demandé, parce qu'il trouvait que son film, et c'est des reshoots, il trouvait que son film n'avait pas assez d'action. Mais ça, c'était pas utile d'avoir une poursuite en bateau à la fin, aussi spectaculaire soit-elle, parce que les cascadeurs ont véritablement mis leur vie en danger. Et tu as vu, il y a des explosions dans tous les sens. Je trouve que ces scènes d'action, à lui, elles ont vieilli maintenant, parce que je sais pas si c'est parce que tout le monde les a imités, tu vois, mais le côté on se menace avec les flingues, enfin, les stuff, là. Absolument. Cette scène où ils tirent tous les deux dans un miroir, alors ils font 1 mètre sur le côté, et il suffirait de c'est tous les ralentis, les machins avec les colombes, enfin, c'est devenu... Tout ça a bien vieilli, et en plus, tous les Missions Impossibles, tous les John Wick ont remplacé avec une esthétique et une grammaire beaucoup plus spectaculaire, qui se sert beaucoup du sang numérique, mais qui est aussi des chorégraphies de cascadeurs incroyables. Non, mais c'était une époque où tout ce qui était asiatique était vraiment à la mode, parce qu'on te disait qu'ils avaient amené quelque chose dans le cinéma d'action, et c'est vrai en plus, hein, tu peux pas le comprendre. Mais moi, j'ai jamais été personnellement très fan, tu vois. Il y a des mecs comme, je sais pas, Christophe Gans, tu vois, des gars qui connaissaient tous les films de Hong Kong par cœur. Moi, j'ai jamais vraiment été dans ce Moi, j'aime bien. Je suis pas un spécialiste, mais j'aime bien ce que j'ai vu. Et toi, Philippe ? Moi, j'ai adoré ça. C'est-à-dire, tu sais, comment il s'appelait, Hard-Boiled, The Killer. Les films on appelle ça les films de gun-fu. Voilà, exactement, de Better Tomorrow et tout ça. Il y a une époque où c'est vrai que c'était stupéfiant, mais c'est aussi, il y avait un côté, tu sais, un peu snob, parce que personne ne les connaissait à l'époque. Comme je te dis, on allait les chourer dans des petits magasins. Alors, mais les mecs, ils allaient dans les boutiques de Laserdisc, tu vois, s'échanger des trucs avec des pressages de Hong Kong. Enfin, moi, j'avais l'album à Paris, ils étaient très branchés là-dessus, c'était vraiment un truc qui tournait autour des Laserdisc, beaucoup. Il y a une scène que j'adore dans Face Off, c'est peut-être ma préférée, c'est le moment où, d'abord, tu as Margaret Cho, qui dit « Il y a une autre possibilité.
Avant de lui présenter le postulat du visage qu'on va lui enlever. Et au moment où Cage se réveille, où Travolta se réveille dans la peau de Cage, il se tourne vers chacun d'entre eux et il leur dit « Fuck you, fuck you, fuck you !» Ça, c'est de l'impro de Cage, c'est évident. C'est une scène de grande comédie, ça. Mais c'est vrai que le film, tout d'un coup, s'arrête quand on passe à un autre film, quand on passe dans la prison. Tu sais, c'était comme dans Double Team avec Jean-Claude Van Damme, où on était dans la colonie, où tu étais dans la colonie et tu avais un petit coup du prisonnier tout d'un coup pendant une demi-heure. Bah, c'est un peu ça aussi. Et c'est vrai que tu as vu, son frère est soupçonneux de lui dès le début, comme s'il savait tout de suite que c'était pas lui et qu'il avait un autre visage. Tu vois ce que je veux dire? C'est le seul à avoir lu le scénar. Ouais, le frère a lu le scénar. T'as l'impression d'un film Van Damme fait avec un budget énorme, tu vois, et des stars de premier plan, mais ça pourrait être un peu comme Time Cop ou des trucs comme ça, tu vois. Exactement. Mais Van Damme a fait, le Time Cop, c'est un bon Van Damme. Hein. Il y a des bons Van Damme comme il y a des bons Seagal, attention. Comme en particulier Under Siege et Under Siege 2. T'as vu, non? Seagal, il est quand même tellement nul que c'est dur de trouver un. Moi, il me faisait penser par moments. Vous vous rappelez d'un comédien français qui s'appelait Nicolas Silberg? Oui, c'est vrai. Seagal, il m'a toujours fait penser un peu à Nicolas Silberg. Et tu sais à qui il ressemble quand il a de la barbe? Il ressemble à Bud Spencer, maigre. Cage joue magnifiquement bien le moment dans la prison où il passe du rire aux larmes et tabasse un mec en même temps. On a compris que tu étais un inconditionnel. Parce qu'arriver à dire que tu as trouvé un moment extraordinaire de Cage dans Face Off, faut vraiment que tu sois fan. Je suis un vrai fan. Moi. Je sais pas, il a une coupe de cheveux, on dirait un moine, un peu le moinillon. Tu pourrais le voir dans Le Nom de la Rose, tu vois, quand il est avec son espèce de coupe. Là, tu t'attends à voir la robe de mur. Il a une coiffure incroyable qui rappelle un peu celle qu'il a dans le premier Ghost Rider, où il arrive sur sa moto pour la première fois. Il a une petite coiffure avec une petite frange, et c'est magnifique le travail de ces perruquiers à qui je rends aujourd'hui hommage. Et pourquoi, j'ai une question à vous poser de scénario, vous êtes tous les deux scénaristes, et pas des moindres, pourquoi est-ce que il garde le visage de Travolta dans un aquarium allumé juste à côté de Nicolas Cage? Bah pour qu'il puisse l'embarquer. C'est vrai, mais c'est complètement aberrant. Ça m'a rappelé dans Aliens quand Newt et Ripley étaient dans une chambre et dans la chambre juste à côté, il y avait les facehuggers, tu sais, dans des aquariums aussi, et genre qui montaient la garde. Alors, tu dors à côté de la chambre où il y a les facehuggers, quoi. C'est un truc normal. Il y a les toilettes à droite, là il y a la chambre avec les facehuggers, et voilà, là il y a pas de chambre. Mais ça va bien avec Aliens, vous te rappelez quand même dans un qu'on aime bien qui est Alien Covenant, t'avais Fassbender qui était l'androïde le plus louche, le plus chelou du monde, qui disait à Billy Crudup, viens, mets ta tête dans l'œuf, viens, regarde, regarde, c'est rien, c'est cool. Moi, j'aime bien Covenant, hein. Moi j'aime bien quand même Covenant. Ah, mais j'aime Prometheus et Covenant avec leurs erreurs aussi. Voilà le prochain Ciné-Chat, si vous le voulez bien. C'est dans lequel que Fassbender se roule un patin à lui-même? C'est dans Covenant. Ah, c'est dans Covenant. Ouais. Il joue du futio d'abord, il joue du pipeau, et ensuite il s'embrasse lui-même. Mais il est fantastique, ceci dit, hein, Fassbender dans les deux films. J'aime beaucoup Fassbender. Moi, j'adore les deux. Moi, c'est plus proche de Blade Runner que d'Alien, finalement, puisque c'est l'histoire d'un androïde, tu vois. Absolument, mais je crois que c'est ce qui a intéressé effectivement Ridley Scott. La plupart des gens trouvent que c'est des nanars épouvantables, que ce soit Prometheus ou Covenant. C'est bizarre. Hein. Moi, je suis une fois de plus plutôt de ton avis et j'aime beaucoup. Extasie sur les Star Wars récents et ils trouvent que ça Enfin bon, là pour l'instant, on est sur Face Off. Toute la prison est peuplée de véritables prisonniers. John Woo, pour la véracité, alors que c'est un film qui est complètement pas du tout crédible, a demandé à ce qu'il y ait tout d'un coup des vrais convicts. On ne sait pas pourquoi. Surtout quand même, il fait pas un cinéma réaliste du tout. Exactement, ça n'amène rien. C'est pas Runaway Train, tu vois. Premier rôle de Danny En même Trejo. temps, est-ce que c'est pas des trucs que les mecs racontent pour se faire un genre? Parce qu'on n'est pas allé voir, hein, on leur a pas demandé leur... Je sais pas, moi je pense que c'est tout à fait possible, parce que ça paraît tout d'un coup être une exigence de metteur en scène qui est un peu à côté de la plaque. Mais tu as vu le plan pour s'évader de la prison, à quel point il est foireux. Il vole une cigarette, ensuite il le montre à tout le monde qu'il a une cigarette, ensuite il faut quand même qu'il obtienne du feu, et ensuite il brûle simplement la main d'un des gardes, et il enlève ses menottes, pendant que l'autre qui s'est fait électrochoquer revient à lui et l'aide en rouant de coups tous les autres gardes. Et donc, il fallait que beaucoup de pièces de puzzle se mettent en place pour faire ce plan-là. Hein. C'est qu'il y en a là-dedans. Hein. Mais ça avait été un énorme succès, je crois, non? Oui. Oui, puisque je te dis 250 millions de dollars. Non, mais même en France aussi, non?
J'ai pas les chiffres du box-office français, mais effectivement, je me rappelle que ça avait marché partout dans le monde et qu'il avait réussi, entre guillemets, son coup de magie avec ce film. Mais ce que tu disais tout à l'heure, Laurence, et moi je m'en souviens très bien, tout le monde adorait. Ah, mais tout le monde. Tout le monde. Moi, j'ai pas été dupe dès la première fois, mais il y a un truc qui est drôle, c'est que Joe Allen se fait baiser pendant une semaine par Nicolas Cage, qui a le visage de Travolta, en fait, c'est ça? C'est ça. Ouais, c'est pour ça qu'elle est bouleversée après, quand elle l'apprend. Dans La Machine, il y a ça aussi, mais entre Depardieu et Didier Bourdon. Tu vois. Femme, je sais plus, je crois que c'est Nathalie Baye, je crois, qui fait la femme qui. C'est possible, ouais. C'est la Joan Allen française. Mais à un moment, vous avez vu à la fin, John Woo fait des infidélités aux colombes et il y a des mouettes. Vous savez? C'est un signe qu'il a évolué. Non, mais c'est un gars qui est très naïf, tu vois. Enfin, Tu sais que si tu devais faire une parodie, il faudrait qu'il y ait tout d'un coup des mouettes, des autruches, toutes sortes d'oiseaux. Mais ils l'ont pas fait, ça, les mecs, là, comment Hot Shots ou des machins comme ça. Il n'y a pas des parodies de Je John me Woo. rappelle d'une précisément de John Wood parodie qui était dans la suite de 21st Jump Street où tu avais Ouais. Channing Tatum et Jonah Hill qui sortaient d'une voiture en smoking au ralenti et il y avait un lâcher de colombe qui sortait de la limousine en même temps. Et tu te souviens pas, il y avait eu un film avec Clive Owen dont j'ai oublié le titre, où toutes les fusillades étaient des pastiches de John Woo, mais c'était bien tellement sûr. exagéré que c'était vraiment du pastiche. Il quoi. mangeait une carotte et ça s'appelait Oui, Shoot 'em Up. exact. Ouais. Exact. Avec Monica Bellucci et Paul Giamatti dans le rôle du Ah oui, oui. Exactement. Et tu te souviens, il glissait sur le dos comme ça pendant 20 mètres peut-être, en tirant avec 2 flingues et une carotte dans la bouche. Mais c'est déjà de l'auto-parodie dans Face Off, parce que tu as vu, tous ces gens sautent en l'air avec 2 flingues dans les mains. Oui. pour tirer, alors que c'est très difficile d'arriver à atteindre sa cible en sautant en l'air. Tu as vu quand même. Et à la fin, tu as vu, ça défouraille dans tous les sens. Tout le monde tire très très mal. En particulier, tu as vu dans la scène où ils investissent l'antre du méchant Nick Cassavetes. Il y a Gina Gershon qui a l'air d'être dans Scarface. Tu sais qu'il y a Mais une t'as vu, espèce de... je crois que John Woo déteste les enfants parce qu'il en tue un au début. Ensuite, il martyrise le petit enfant de Gina Gershon où il se fait tirer dessus à la mitrailleuse par des SWAT teams pendant une demi-heure. Et à la fin, Lolita, Dominic Swain, se fait tirer aussi dessus par la mitrailleuse dans l'église. T'as vu? Heureusement, ils tirent très mal tous. Mais John Woo, il a quelque chose contre les enfants, je pense. C'est à creuser, ça. Ce qui est drôle dans ces fusillades à la John Woo, c'est que les mecs, ils tirent mal pendant 12 minutes. Ah Il n'y en a pas un qui atteint son but, ni les bons ni les méchants. Et puis d'un seul coup, il se met à tirer bien. Le plus drôle, c'est que tout le monde a son ralenti brutal parce que dans l'église, au moment où ça défouraille dans tous les sens, John Allen attrape une chaise et la brise sur un des mecs en faisant ah comme ça au ralenti. et Nicolas Cage fait un saut périlleux pour rien avant de tirer. Ah, ça m'a frappé aussi. Et à un moment, il se sert des colombes de John Woo comme d'une arme. Il les jette au visage de Travolta comme du sable, comme une poignée de sable. Il lui jette une poignée de colombes au visage. T'as vu? Magicien. Il aurait dû avoir un chapeau haute forme. Il y avait un truc comme ça dans Hot Shots. Tu te souviens quand il prend une mouette et il s'en sert de flèche. Il me semble que dans Hot Shot, ils ont fait le coup des colombes à un moment. Non c'est très possible, effectivement. J'adore Hot Shot, en particulier le deuxième. Oui, ils sont très drôles. Part 2. Voilà, part 2, où Charlie Sheen s'était fait le corps de Stallone, tu te rappelles? Un coup de stéroïde, c'était hallucinant. Lloyd Bridges était hallucinant dans les 2 films. C'est vrai. Alors, non, mais tout le passage là, de la baston chez Nick Cassavetes avec Gina Gershon et tout, mais c'est épouvantable, ça dure 2 heures. Enfin, Oui. Nick Cassavetes, à l'époque, maintenant il a été remplacé par Danny Huston. C'est un fils de metteur en scène qui jouait des méchants. Ouais. Et il a tourné avec Travolta dans She's the Lovely, je crois. C'est là où ils s'étaient rencontrés. Ouais. C'est probablement Travolta qui l'a amené sur le film. Mais il n'a pas grand-chose à faire, effectivement. Sauf d'embrasser sa sœur. Tu as vu, c'est un peu incestueux aussi. À un moment, il embrasse Gina Gershon et c'est très gênant. On se demande à quoi pense John Woo. Alors, Gina Gershon, elle avait fait quoi? Elle avait fait Bound, c'est ça, non? À l'époque. Bound, Ouais. c'est ça. Et puis Ouais. Showgirls, qu'on couvrira peut-être un jour dans Cinéflop. C'était la rivale de l'héroïne. Showgirls, aujourd'hui, je te dis, c'est très réhabilité. Il y a tout un courant critique qui trouve que c'est un très grand film. C'est vrai, mais tout finit par être réhabilité. Mais t'as vu, il y a plus de morts que dans Rambo 2, t'as vu? À la fin, c'est incroyable le nombre de cascadeurs qui meurent. C'est impressionnant. Et le final est très homo-érotique, avec ce harpon phallique qui finit dans le ventre de Travolta. D'ailleurs, Nicolas Cage considérait le film comme une histoire d'amour entre les 2 hommes. You know, I can eat a peach for hours. Bien, mes cinébuddies, lâchons les colombes et braquons nos micros les uns sur les autres en un ultime Mexican stand-off. Un dernier mot sur Face-Off, Philippe? Écoute, non. je suis quoi?
Laurent, tu es speechless, tu es sans voix. Laurent, je l'ai revu là pour le podcast et franchement c'est dingue parce que j'ai pas changé d'habitude. Quand tu revois des films, des fois tu peux te dire tiens finalement j'ai été un peu dur et franchement ça m'a ennuyé. Mais je pense qu'il y a encore quand même des gens qui soutiennent ce genre de film. Non, il est quand même encore à ses côtés. Il y a que nous qui pensons que c'est un peu un nanar. en fait, non si tu veux, moi, je l'ai un peu plus apprécié cette fois-ci, bien sûr, pour Nicolas Cage. C'est un film qui est beaucoup trop long, mais qui est quand même divertissant et qui a une telle folie par moment grâce à Cage, justement, qui flirte avec la comédie et l'autoparodie, que je trouve assez distrayant. Mais Cage, il a toujours fait ça. Enfin, je me souviens d'un film qui s'appelait Embrasse-moi vampire ou un truc comme ça, où il fait des grimaces pas possibles, tu vois. Ouais, je crois que c'est le film où il a commencé effectivement à partir de plus en plus loin. Il y a longtemps, hein, c'était dans les années 80, non ou 80, Oui, fin mais 80. c'est après quand même Arizona Junior où il s'était inspiré des cartoons fameusement il s'était inspiré de Woody Woodpecker. Je me souviens, c'était un truc de vampire parodique, enfin pas vraiment parodique, enfin un peu. Ça s'appelle Vampire's Kiss avec Jennifer Beals. C'est pas là où il bouffait un cafard? Si, exactement. Et il torturait sa secrétaire pendant tout le film, qui était jouée par Maria Conchita, tu sais la femme. Alonso. Ouais. Qui joue dans Running Man, tu vois. Et tu regardes des scènes sur YouTube, parce que c'est peut-être pas la peine de voir tout le film, et Cage est au cageomètre, il est sur 11, tu sais, comme dans Spinal Tap. Il monte à 11. N'oubliez pas de liker, de partager, de commenter partout où on écoute des podcasts, sur iTunes, Stitcher, SoundCloud, plus une bonne critique et 5 étoiles sur iTunes, et les fantastiques vidéos de Romain Lénov sur YouTube. Souscrivez à la chaîne Abracadapod. On se retrouve bientôt pour une surprise. Les vidéos sont assez formidables, hein, les vidéos de Romain. Ah ouais, non, sont très impressionnantes et j'invite nos auditeurs à les découvrir sur YouTube. Je suis Jean Weber pour Abracadapod et Cinéchat. Je suis Laurent Vachaud. Et je suis Philippe Sedbon. Et à bientôt dans Cinéchat. Que disiez-vous? Et bienvenue dans Cinéchat. Voilà, et ensuite, il faut qu'on dise, et c'est ça le plus dur de l'émission, il faut qu'on dise tous les trois, après que j'ai fait 1, 2, 3 à l'unisson, il faut qu'on dise « Et bienvenue dans Cinéchat ». Tous les Ça, trois c'est à la fin, ça. Ça, c'est à la fin Non, ça, c'est à la fin de la présentation. Putain, c'est compliqué. C'est mieux que longtemps. Hein. Non, et à la fin du show lui-même, ce sera « Et à bientôt dans Cinéchat », mais ça, je vous le dirai plus tard. Nous, c'est le soir, là, tu sais, on est fatigués, quoi. Mais qui c'est qui parle le premier après que tu es fini? Le premier, ce sera toi, Philippe. D'accord. Bon, on s'était planté avec ton père, hein, je me souviens. Le pire, c'était avec Domenech et mon frère, où c'était une cacophonie, vraiment, c'était les frères Jacques sous acide. Il faut prendre des pros. Hein. Une seconde, ma femme est en train de faire bouillir de l'eau, donc je vais attendre qu'elle arrête parce que c'est chiant dans le background. Bah, c'est le matin, là, toi. Ouais. Vous entendez la bouilloire derrière ou pas? Pas du tout. Non. Ok, bah, je vais y aller quand même alors. Hein.